Bonjour à tous. Vous avez eu droit à une petite pause. Après ce voyage en bateau, je vous propose un voyage en avion. J'ai décidé d'orienter ce travail sur le thème transport, mobilité de seconde sur les aéroports français, en France, pour une question d'affinité scientifique évidente, puisque j'ai fait ma thèse en 2015 sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Donc cette présentation s'articulera beaucoup autour de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, où il y a beaucoup de choses à dire, même si je parlerai également d'autres aéroports. Aujourd'hui, je ne travaille plus sur les aéroports, mais mon intérêt reste important pour les aéroports parce que je travaille, c'est pas très éloigné, sur les chaînes logistiques des produits mondialisés comme la rose coupée ou l'avocat. En ce moment, je travaille sur l'avocat, le fruit l'avocat. Et donc la chaîne de valeur délocalisée de cet avocat qui ne concerne malheureusement pas beaucoup la France, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui puisqu'on est simplement un pays importateur. Donc je travaille sur les aéroports aujourd'hui pour une question d'affinité scientifique, mais aussi parce que autour des aéroports se jouent des enjeux d'aménagement qui sont très vifs, qui sont exacerbés. Donc c'est un contexte propice au conflit, on le verra, l'aéroport notamment. Et cela pour une raison très simple, c'est que plus que toute autre infrastructure de transport, l'aéroport est un lieu qui concentre de l'étendue, comme dit Jean-Christophe Guay. C'est un lieu où se télescopent les échelles et qui invite par conséquent à une approche multiscalaire et même, on pourrait dire, transscalaire, puisqu'il y a des effets d'immanence et de transcendance, l'influence du grand sur le petit, du petit sur le grand. Donc c'est un espace très particulier que je vais essayer de vous présenter le plus simplement possible. L'aéroport, déjà à l'échelle mondiale, évidemment, c'est un nœud du réseau aérien, un nœud de la mondialisation. Donc il y a énormément de termes qui sont employés pour refléter ce rôle nodal de l'aéroport. On parle de point d'arrimage, on parle de synapse de la mondialisation, on parle de commutateur. Donc énormément de termes. Quoi qu'il en soit, l'aéroport, c'est le cœur battant d'un monde qui va de plus en plus vite, d'un monde qui s'accélère, plus que toute autre infrastructure de transport, et cela notamment en raison, depuis la déréglementation, les accords de ciel ouvert qui datent des années 80 et qui ont engendré une démocratisation du trafic et une explosion. Donc, le trafic aérien n'en finit pas d'exploser aujourd'hui. Il double tous les 15 ans. Depuis 1987, le trafic double à l'échelle mondiale tous les 15 ans. Et le Covid n'a même pas eu véritablement d'effet ralentisseur. Il a suspendu pendant quelques temps cette explosion, mais en 2024, on prévoit déjà un record battu par rapport à l'année 2019. Donc le trafic aérien a complètement repris de ses couleurs. Les aéroports français ne sont évidemment pas en reste, malgré le Covid et malgré ce qui s'est ajouté peu après le Covid, la loi climat et résilience de 2021 qui a contraint ce trafic. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Les aéroports, le trafic aérien français n'est en baisse que et à moins 7,3% de croissance par rapport à l'année 2019, donc ce qui est un chiffre tout à fait correct par rapport à cette crise du Covid. Et surtout, il y a certains aéroports qui ont dépassé les chiffres de 2019, à l'image de l'aéroport d'Orly et grosso modo de tous les aéroports qui se sont tournés vers le low cost. Le low cost est en pleine explosion encore aujourd'hui. Donc l'aéroport est un nœud de la mondialisation, il est connecté au monde et c'est pour cela que de nombreux chercheurs, j'avais mis des chiffres, on pourra en reparler sur les aéroports français, de nombreux chercheurs abordent l'aéroport ou abordaient l'aéroport par le biais de la question de la déterritorialisation. L'aéroport serait une infrastructure du monde qui fonctionnerait en apesanteur et donc déconnectée de son environnement local. Et cela serait, l'ambiance transnationale de ces infrastructures, très standardisée, reflèterait cette déconnexion et cette déterritorialisation. Pourtant, à l'échelle locale, c'est une infrastructure qui est plus que toutes les autres infrastructures de transport profondément ancrée dans son espace, dans l'espace métropolitain. Et cela s'illustre par deux aspects principaux. Déjà par son omniprésence spatiale.
l'emprise spatiale de l'aéroport est sans commune mesure par rapport aux autres infrastructures de transport, donc par rapport aux gares routières, etc. Il prend énormément de place, il génère une véritable discontinuité dans le tissu urbain, donc il est toujours très visible sur les photographies aériennes, sur les cartes topographiques, c'est un point de repère que l'on prend souvent. Et il y a aussi une omniprésence politique, puisque l'aéroport est devenu un levier fondamental dans les stratégies de métropolisation pour les élites urbaines. Et donc, c'est au moment où ces échelles s'entrechoquent, où il y a des frottements entre ces échelles, qu'apparaissent les enjeux d'aménagement. Et parce qu'à chacune de ces échelles, il y a des intérêts. Parfois, ils concordent et parfois, ils sont profondément divergents. Donc, dans cette présentation, vous propose d'explorer un peu ces quelques enjeux d'aménagement, puisque comme mon collègue tout à l'heure, c'est difficile de traiter de tous les enjeux d'aménagement qui concernent ces infrastructures en peu de temps. Donc j'en ai abordé certains, on pourra en aborder d'autres si vous le souhaitez durant le temps des questions. Et on va voir que ces enjeux d'aménagement révèlent à la fois de la crispation, voire du conflit, on parlera de conflit d'acteurs, des tâtonnements et aussi une véritable quête d'innovation. Donc juste avant que j'oublie de vous le dire un petit peu plus tard, il faut savoir que l'aéroport a aussi beaucoup été travaillé au siècle dernier comme étant un peu l'antichambre de la ville du futur. On pensait souvent que dans l'aéroport, on expérimentait des dispositifs qui sont ensuite propulsés, projetés dans les espaces urbains. On pense à tout ce qui est sécurité, avec le système des portiques qui a été tout d'abord aéroportuaire avant de se retrouver par exemple aux entrées des préfectures ou autres. On pense à tout ce qui concerne aussi la gestion des flux, donc dans les espaces où il y a une population assez dense, qui ont aussi été ensuite déplacés plus généralement dans l'espace urbain. Et donc on va voir que cet aéroport, en termes d'aménagement, développe un peu des stratégies qui mèneraient à une ville plus durable et qui pourraient ensuite être transférées dans les espaces urbains français. Donc la première idée que je voulais aborder avec vous concerne cette idée de crispation, de tiraillement et de conflit d'acteurs. C'est certainement l'approche que vous connaissez le plus quand on parle d'aéroport. Donc je vais reprendre certaines choses qui me paraissent assez importantes. Tout d'abord, il est évident, il ne faut pas toujours penser à l'aéroport du point de vue dans une approche assez péjorative. L'aéroport, c'est une véritable turbine tertiaire. Donc, je reprends cette expression à la gare de Lille-Europe que l'on qualifiait de turbine tertiaire. C'est une véritable manne économique pour les territoires qui accueillent ces aéroports. Alors là, je fais très vite, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais je résume au maximum. Parce que l'aéroport est un vivier d'emploi, la plateforme aéroportuaire constitue un véritable vivier d'emploi, génère des activités proprement aéroportuaires, mais il y a également des activités qui se greffent à l'aéroport, qui sont moins aéroportuaires. Donc il y a des activités liées à l'activité aéroportuaire, comme par exemple le catering, toutes les activités de sécurité, d'hôtellerie, de restauration, et aussi également des activités non aéroportuaires qui n'ont rien à voir avec l'activité aéroportuaire, mais qui se greffent bien dans les zones d'activité qui circonscrivent l'aéroport, parce qu'elle profite de son accessibilité et de son image de marque. Souvent, l'image de marque est évoquée par les acteurs de ces entreprises. Donc il y a un véritable effet d'entraînement, un effet magnétique de l'aéroport. Et il y a même certains chercheurs qui ont établi une véritable corrélation avec des valeurs, des chiffres, entre la croissance du mouvement d'avion, la croissance du mouvement d'avion sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et la croissance du nombre d'entreprises qui vient s'implanter autour de cet aéroport. Donc c'est assez intéressant. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, pour vous donner quelques chiffres, c'est 87 000 emplois sur la plateforme et 200 000 emplois au total si on prend en compte les emplois indirects et les emplois induits. Forcément, les acteurs privés, les entreprises, les gestionnaires d'aéroports, qui sont de plus en plus privés aussi, on pourra en reparler, les gestionnaires d'aéroports, les entreprises, les compagnies aériennes
et aussi des acteurs publics, les collectivités territoriales, les municipalités, ont un véritable intérêt à ce que l'aéroport se développe et par conséquent que le trafic se développe en raison pour les acteurs publics des retombées fiscales et du vivier d'emploi que constitue cet aéroport et donc appuie pour un développement du trafic des aéroports français. Donc, je vous ai mis quelques illustrations. Là, vous avez une carte qui localise les principales zones d'activité autour de Paris-Charles de Gaulle, qui sont surtout au sud de la plateforme. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et je m'étais un petit peu amusée, ça vous pouvez le refaire chez vous, sur Remonter le temps, le site de l'IGN, pour voir un petit peu la différence d'implantation des zones d'activité autour des aéroports. Alors j'ai pris un pas de temps assez récent et réduit pour montrer que la croissance est toujours très active et actuelle. Donc ici, vous avez l'aéroport de Bordeaux entre 2000 et 2024. La photo, alors je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne voyez pas la souris. La photo d'en haut constitue l'année 2000 et la photo d'en bas constitue l'année 2024. Et on voit que certaines zones un peu plus forestières, comme par exemple ici, sont aujourd'hui occupées par des zones d'activité. Enfin, je vous laisserai, je ne sais pas si vous aurez accès au diaporama, mais sinon, on pourra s'arranger. D'accord. Oui, bien sûr. Là, vous avez la même chose pour l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, où vous avez cette zone ici, donc qui est juste au sud de la zone de fret numéro 2, qui s'est développée avec davantage de... On ne voit pas très bien. Vous verrez mieux sur le diapo quand vous l'aurez en possession. Donc l'aéroport est une bénédiction pour certains acteurs de la zone aéroportuaire, mais c'est aussi une véritable malédiction pour un autre type d'acteurs. Donc ces acteurs, ce sont les riverains qui sont confrontés au bruit des avions, donc aux nuisances sonores. Alors, définir un riverain, c'est la première difficulté dans les politiques d'aménagement, de concertation. C'est qui est riverain et qui a son droit à la parole. C'est un vaste sujet. Il faut savoir que Roger Brunet définissait le riverain comme celui qui vit au bord de l'eau. Donc, pour l'aéroport, on peut dire que c'est celui qui vit à côté de l'aéroport. Et on peut compléter en rajoutant et qui en subit les effets positifs, donc en termes économiques principalement, en termes d'accessibilité, accès au transport, et également en termes négatifs, les nuisances, et principalement les nuisances les plus évoquées, même s'il y en a d'autres au moins autant dramatiques, ce sont les nuisances sonores. La question de la pollution de l'air, la pollution des eaux, etc. est moins évoquée, elle est moins connue. Donc ces riverains sont assez nombreux, c'est assez difficile de les décompter parce que justement la nuisance sonore est une affaire de subjectivité. Par exemple, pour vous donner pour vous permettre de mesurer ça, de nombreux riverains considèrent que le bruit des avions est plus fort en été qu'en hiver, et c'est parce qu'en fait ils passent plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur dans la période estivale. Donc c'est quelque chose de très subjectif qui est difficile à capter. Donc vous avez des organismes qui s'occupent d'essayer de les décompter selon différents critères. Donc vous avez le LUFCNA ou la CNUSA qui travaille sur ces nuisances aéroportuaires et qui vous propose un décomptage de ces riverains. Et moi, pour rendre visible ces riverains, on peut, d'un point de vue un peu plus géographique, travailler sur des deux documents très administratifs, le plan d'exposition au bruit ou le plan de gêne sonore, qui sont deux documents complémentaires mais différents. Juste avant de vous en parler, oui, je vous ai mis une référence de Guillaume Faburel travaillant sur le bruit des avions et les logiques de territorialisation qui y sont liées. Vous avez le lien, vous pourrez y accéder. Donc ces deux documents administratifs, le PEB et le PGS, là vous avez ceux de Paris-Charles de Gaulle, vous montrent, d'un point de vue géographique, c'est intéressant, que finalement, la question de la distance à l'aéroport n'est que secondaire. Et ce qui joue véritablement, c'est la présence et la proximité des couloirs aériens de décollage et d'atterrissage. Donc là, on voit très bien les 4 pistes, les 2 nord et les 2 sud de Paris-Charles de Gaulle. La différence entre le PEB et le PGS, on pourra en reparler aussi, c'est que le PEB délimite donc des zones de bruit avec un indice, le LDN, alors que le PGS, lui, délimite des zones d'aide financière pour isoler l'isolation phonique des logements. Je vous ai également mis celui de Bordeaux-Mérignac pour ceux que ça intéresse un petit peu plus précisément.
On peut rajouter aussi que ces nuisances sonores se doublent d'une dépréciation foncière, qui est une vraie problématique aussi pour les riverains qui habitent malheureusement en dessous de ces couloirs aériens. Ces riverains sont de plus en plus, et depuis longtemps quand même, sont de plus en plus organisés dans des associations très vindicatives, et ce qui a pour conséquence de ralentir les projets de développement et d'aménagement des aéroports, voire d'arriver à un statu quo, une paralysie infrastructurelle, une crise, autrement dit, de l'aéroport. Donc, j'ai nommé ce dernier paragraphe de la première partie, l'aéroport et les empêcheurs de voler en rond. C'est une expression très médiatique qu'on retrouve, donc je l'ai reprise. Je n'ai pas d'auteur spécifique à vous donner concernant cette expression. Alors tout d'abord, pour comprendre comment fonctionne cet empêchement de voler en rond pour les aéroports, il faut parler évidemment de nimbisme et de plus en plus de NINA. Donc le nimbisme, le syndrome NIMBY, là, Not in my backyard, c'est vraiment quelque chose qui est né autour des infrastructures aéroportuaires. Ça date des années 60, les sociologues américains en ont parlé depuis les années 60, et parlent donc d'une contestation des riverains face à l'aménagement de grandes infrastructures aéroportuaires et aussi centrales nucléaires. En France, ça a vite été adopté, cette contestation de type NIMBY. On en retrouve très précocement dans l'histoire du développement du trafic aérien. Il faut avant toute chose dire que le syndrome NIMBY n'a rien d'écologique. Ce n'est pas une contestation qui est écologique au départ. C'est-à-dire que les riverains contestent la présence d'une infrastructure qui va venir altérer leur cadre de vie et absolument pas donc toutes les conséquences écologiques qu'entraînerait cette infrastructure. Ils n'ont pas une opposition de principe à cette infrastructure. Donc ils n'en veulent pas, mais on peut bien la mettre ailleurs parce que oui, effectivement, c'est utile, mais pas chez nous. Donc rien d'écologique, c'est important parce que je vais vous parler d'autres choses après. Et donc pour revenir, les aéroports français ont été la cible d'un syndrome NIMBY depuis assez précocement dans l'histoire du transport aérien, puisque dès 1968, l'aéroport d'Orly a dû faire face à cette montée au créneau des riverains et a dû malheureusement pour lui appliquer un couvre-feu nocturne, un des premiers en Europe et le plus restrictif d'Europe, puisqu'il n'y a pas de vol possible entre 23h et 6h du matin. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle a été la cible aussi de ces contestations dès les toutes premières années d'activité, dès le début des années 80. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, il a été ouvert en 1974. Donc dès les années 80, il y a eu cette montée au créneau des riverains qui ont cherché à appliquer également un couvre-feu nocturne à Paris-Charles de Gaulle, ce qui n'a pas fonctionné, ou au moins diminuer l'activité, ralentir son développement. Et donc, cela a lancé je me rends compte que je suis un peu longue, cela a lancé cette histoire de troisième aéroport parisien, dont on va reparler un petit peu après. Dans ce conflit, dans cette histoire des conflits d'acteurs qui se nouent autour des aéroports, il est intéressant de noter qu'on passe du syndrome NIMBY au syndrome NINA petit à petit, donc ces dernières années. C'est-à-dire que les associations écologistes, les militants écologistes s'associent au combat des riverains, leur apportent leur soutien, leur donnent du poids. Et donc cela conduit à un conflit type NINA, ça veut dire ni ici ni ailleurs. Not in anybody's backyard en anglais, ni ici ni ailleurs. Et donc ça mène à une déterritorialisation du conflit puisqu'on a des militants qui se mobilisent et qui bloquent les projets d'aménagement qui viennent parfois donc d'autres régions de France ou d'autres pays européens. Et c'était le cas notamment lors du conflit autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cela entraîne donc un véritable statu quo. Donc, si on reprend le travail de Yves Bocquet sur l'aéroport de Hong Kong face à l'augmentation du trafic, il proposait 3 perspectives d'aménagement et ces 3 perspectives ont été évoquées en France et n'ont mené un peu à rien en France, ont été bloquées systématiquement. Il disait qu'il y avait d'abord comme possibilité d'agrandir l'aéroport, c'est-à-dire créer des nouvelles pistes, de nouveaux aérogares. Donc effectivement, ces questions d'agrandissement de l'aéroport ont été évoquées à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle avec l'éventualité récente là, de construire un terminal 4
qui a été complètement abandonné finalement. À l'aéroport de Nice aussi, on voulait étendre le terminal 2, ça a été suspendu en décembre 2023. L'autre possibilité, c'était de remplacer l'aéroport par un autre aéroport plus grand. Donc là, on ne peut que parler du cas de Notre-Dame-des-Landes. Je ne vais pas développer, vous le connaissez très bien. Et enfin, troisième possibilité, la construction d'un aéroport complémentaire qui va venir donc apporter un soutien à l'aéroport principal. Et donc là, c'est le grand débat du troisième aéroport parisien qui avait été lancé dans les années 90 sous pression des riverains de Paris-Charles de Gaulle et qui finalement, après 15 ans de tergiversation, a été complètement abandonné en 2003 après avoir identifié plusieurs sites possibles pour voir s'implanter ce troisième aéroport parisien. Donc, le développement de l'aéroport est remis en question. Les projets d'aménagement sont suspendus par le biais de ce conflit d'acteurs. C'était donc l'intérêt de cette première partie, travailler sur ce type d'enjeu d'aménagement, la question des crispations et des conflits d'acteurs. Et dans la deuxième partie, je vais vous proposer de travailler sur un tout autre enjeu qui a beaucoup à voir avec l'aménagement également. C'est la nécessité d'inventer un territoire d'action, de délimiter un territoire aéroportuaire à aménager et qui est particulièrement difficile. Cette question de l'aménagement de ce territoire aéroportuaire, elle s'est posée très tôt, puisque quand on parle d'aménagement, on parle de territoire. Donc de quel territoire on parle quand on parle de l'espace aéroportuaire? Et on se rend compte rapidement qu'il y a un souci d'émiettement, de millefeuille, d'enchevêtrement des périmètres administratifs, juridiques, institutionnels dans et autour de l'aéroport. Il faut dire que l'aéroport consomme énormément d'espace. On pourrait presque parler de géophagie aéroportuaire si on reprend les mots de Martine Droulhurst à propos du développement territorial du Brésil. Donc énormément d'espace. Pour faire très rapide, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, c'est 32 km². Le suivant, c'est l'aéroport de Lyon avec 20 km². L'aéroport de Bordeaux, on a 8 km², donc c'est beaucoup plus raisonnable. Mais 32 km², c'est donc une infrastructure massive dans l'espace métropolitain. Par conséquent, quand vous avez une infrastructure aussi spacieuse, cela entraîne un chevauchement sur plusieurs périmètres. Et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle se retrouve à cheval sur 7 communes, dont Roissy en France, qui a donné un temps son nom à l'aéroport, ou encore Tremblay en France, le Mesnil-Amnaud, etc., etc. Donc 7 communes, 3 départements. Donc c'est un aéroport qui est à cheval sur le Val d'Oise, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. Et s'ajoute à cela, à ce découpage, à cet émiettement, les intercommunalités qui sont censées apporter de la cohésion territoriale et qui, autour de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, conduisent plutôt à une superposition de périmètres qui rend le processus de décision très complexe. Donc ici, très vite, je vous ai mis un extrait de carte de ma thèse sur l'état des intercommunalités en 2015. Et juste à côté, vous avez une autre proposition. Alors en 2015, vous aviez en gros 3 intercommunalités qui se partageaient l'aéroport, dont une en Seine-Saint-Denis, celle que vous voyez en vert et qui s'appelait à l'époque la communauté d'agglomération Terre de France. Et en 2016, donc juste après ma thèse, où je faisais ce constat de cet émiettement, il y a eu un processus d'amélioration de la cohésion territoriale avec 2 intercommunalités qui se sont réunies, comme vous le voyez sur la carte de droite, pour créer la communauté d'agglomération de Roissy, Pays de France. Mais comme vous pouvez le constater, la Seine-Saint-Denis reste à l'écart de cette communauté d'agglomération et donc on n'a pas encore atteint, d'un point de vue administratif et juridique, véritablement la cohésion. Donc ici, vous avez une autre vue, à une autre échelle de cette communauté d'agglomération de Roissy. Donc il faut savoir que la Seine-Saint-Denis a été rattachée au Grand Paris, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rattachement au Grand Roissy. À cela s'ajoute, à cet éclatement, des inégalités territoriales assez fortes qui rendent là aussi le processus d'aménagement et de décision complexe, puisque pour faire rapide et très simple, autour de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, vous avez 2 départements qui ont beaucoup profité de cette manne économique. C'est le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis, donc à l'ouest et au sud de la plateforme.
Et en revanche, donc, la Seine-et-Marne est un département qui est resté très rural, peu tourné vers la plateforme, beaucoup plus vers Euro Disney ou Marne-la-Vallée, parce qu'il y avait donc un développement des activités bien moindre. Le Val d'Oise et la Seine-Saint-Denis profitent d'être à l'articulation entre Paris et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Donc, d'un point de vue manne économique, il y a de très fortes inégalités. Il y a également eu, il faut le dire, donc une recherche de lisibilité spatiale et territoriale avec la volonté de construire un territoire à l'échelle de la zone influencée par l'aéroport. Et c'est ce que vous voyez sur ces cartes, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le Grand Roissy, donc qui n'est pas une intercommunalité, c'est une association. Elle s'appelait Association des territorialités du Grand Roissy, je crois, au départ. Et c'est devenu aujourd'hui le club des acteurs du Grand Roissy. Donc c'est un espace de réflexion, de réunion de ces acteurs. Donc il y a des acteurs des entreprises, il y a des autorités aéroportuaires, les intercommunalités, les communes, etc., qui échangent dans cet espace. Et vous voyez, ce Grand Roissy, cette fois, englobe bien les 3 départements et toutes les intercommunalités sur lesquelles s'étend l'aéroport. C'est environ une quarantaine de communes, 4 intercommunalités, un peu plus de 800 000 habitants et environ 300 000 emplois dans ce Grand Roissy. Mais c'est une instance donc de consultation, de réflexion et donc pas un périmètre administratif et juridique. Donc un autre enjeu, c'est véritablement cette question de construire ce territoire aéroportuaire pour pouvoir y mener des projets d'aménagement et de développement qui soient cohérents et qui prennent en compte toutes les attentes de tous les territoires qui sont influencés par l'aéroport. Pour terminer, comme ça je ne vais pas trop déborder, l'aéroport est aussi aujourd'hui de plus en plus au cœur de nouveaux enjeux et ces enjeux, ce sont des enjeux plus environnementaux. Et c'est un peu un levier, on va dire, peut-être de sortie de crise pour les autorités aéroportuaires pour améliorer l'acceptabilité sociale de cette plateforme. Il y a un travail qui semble s'amorcer autour des questions de durabilité, de protection de l'environnement. Donc il y a des éléments de langage qui ressortent souvent dans les discours des gestionnaires d'aéroports, sur les sites internet également des aéroports. Vous avez de plus en plus d'aéroports qui présentent un onglet développement durable ou environnement, qui présente, là c'est l'aéroport de Strasbourg, qui donne les coordonnées d'un véritable service environnement, comme il peut y avoir un service opérationnel, un service marketing dans ces aéroports, un service aménagement. Il y a aujourd'hui un service environnement. Donc voilà, d'un point de vue marketing, d'un point de vue élément de langage, il semble y avoir une sensibilité de plus en plus marquée. Depuis 2015, donc j'avais pu assister à l'époque à un tout premier atelier concernant les places aéroportuaires durables qui avait été lancé par Aéroports de Paris, le gestionnaire des aéroports parisiens, et qui réunissait donc des gestionnaires de plusieurs aéroports du monde. Donc il y a Barcelone, Atlanta, etc. Et en 2016, ces ateliers se sont tenus ensuite à Atlanta. Donc il y a une translation géographique. Et donc, c'est des ateliers où les acteurs des plateformes aéroportuaires discutent de ce qu'il est possible de faire, de comment améliorer l'empreinte, notamment écologique, de l'aéroport, tout en préservant, bien entendu, puisque ça reste leur objectif premier, préservant les capacités de développement du trafic et les mouvements d'avions sur ces aéroports. Donc beaucoup de marketing, beaucoup de langage. Je me suis quand même demandé s'il y avait des actions concrètes derrière ces éléments de langage. Et j'ai pu... Alors, moi, ma thèse date de 2015. Je ne travaillais pas du tout sur ce sujet. Donc là, j'ai un petit peu cherché pour vous donner un petit peu des éléments de réponse sur ce sujet-là. J'ai pu remarquer donc, plusieurs leviers qui sont activés par les gestionnaires d'aéroports. Le premier levier, c'est véritablement une affirmation de vouloir réduire cette empreinte environnementale. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'aéroport, ça consomme beaucoup d'espace, ça génère beaucoup de pollution, de dégradation, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols, avec tout le kérosène qui ruisselle. Il y a l'antigel des avions aussi qui est extrêmement polluant. Donc, beaucoup de pollution. C'est un aéroport qui est un peu prédateur pour son environnement.
Et j'ai pu remarquer qu'il y a déjà un travail qui est fait sur la pollution des eaux, la consommation moins importante d'eau. Mais le plus gros travail, en tout cas celui qui est le plus affirmé sur les sites des aéroports, c'est la volonté de réduire les gaz à effet de serre. Donc il y a un travail sur l'empreinte carbone des aéroports en France, et notamment à travers donc, ce nouveau dispositif, le ACA, le Airport Carbon Accreditation, qui est un programme de certification qui évalue et qui valide la baisse de l'émission des gaz à effet de serre dans les aéroports du monde entier. Ce n'est pas proprement français. Donc c'est une accréditation qui comporte 5 niveaux. Le premier niveau, c'est juste l'aéroport qui constate, qui décompte un peu ces émissions carbone. Et ensuite, plus vous montez en niveau jusqu'au niveau 5, plus l'empreinte carbone est nulle et il y a un aéroport zéro émission. Les aéroports français sont plusieurs à être accrédités. Alors j'avais le chiffre, donc il y en a 500 dans le monde. Bon, il y en a plusieurs dizaines en France qui sont accrédités, vous les voyez sur la carte. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, enfin, les aéroports parisiens ont atteint le niveau 4. Donc c'est le niveau de transformation, c'est-à-dire qu'il y a une forte baisse des émissions carbone qui concerne à la fois l'activité aéroportuaire et les entreprises qui travaillent pour l'aéroport, mais il n'y a pas encore de compensation. Ils ne compensent pas les émissions résiduelles, il n'y a pas de compensation. Les aéroports de la Côte d'Azur sont beaucoup plus avancés, ils sont 4+, et donc là, c'est-à-dire qu'il y a une compensation des émissions résiduelles. Donc il y a voilà, cette volonté de réduire les émissions carbone. Aéroport de Paris disait qu'ils avaient pour objectif une zéro émission nette pour Orly en 2025, donc l'année prochaine. Ça me paraît un peu ambitieux, mais pourquoi pas. Et pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget, zéro émission nette en 2035, donc un délai un petit peu plus long. L'aéroport, deuxième axe de travail pour limiter l'empreinte environnementale, c'est un travail qui se porte sur la biodiversité. Et c'est quelque chose d'important pour la ville française, parce que l'aéroport, finalement, on le sait peu, est une vraie réserve de biodiversité pour les espaces urbains, parce que l'aéroport, il est bien référencé comme étant une zone industrielle, donc dans le référentiel européen Corinne Landcover. Et pourtant, c'est 75% des espaces aéroportuaires qui ne sont pas bâtis, qui ne sont non bâtis. Donc selon le STAC, c'est le service technique de l'aviation civile. Donc 75% en gros d'espaces verts, entre guillemets. Et donc contrairement aux idées reçues, dans les aéroports, il y a une vraie richesse en termes de faune et en termes de flore, avec des espèces, on va dire, un petit peu ordinaires, mais aussi des espèces qui sont protégées. Et il y a aussi de nombreux aéroports qui voient être délimités dans leur périmètre des SNIEF et des zones Natura 2000. C'est le cas par exemple de l'aéroport de Toulon. L'aéroport de Toulon que vous connaissez peut-être par rapport à ce formidable environnement dont vous pouvez bénéficier à l'atterrissage au décollage avec la presqu'île de Gien et les îles comme l'île de Porquerolles. Donc sur l'aéroport de Toulon, je ne sais pas où est ma souris, là. Donc sur l'aéroport de Toulon, vous voyez, on accède à l'aéroport par ici. Et en fait, toute l'emprise où se trouve le terminal est juste là, toute l'emprise qui entoure cette piste de l'aéroport de Toulon est classée SNIEF 2. Donc il y a un classement. L'aéroport de Montpellier également, donc vous ne voyez pas très bien, les couleurs, elles ne sont pas super. Mais tout ce qui est sombre sur l'aéroport de Montpellier, la piste de l'aéroport de Montpellier est ici. Et vous avez même le bout de la piste qui est classé également SNIEF. Et ça, vous pouvez trouver ces données sur le site Géoportail. Et vous avez des informations sur chacune de ces SNIEF. Quand vous cliquez sur le petit i, vous avez des fiches comme ça qui apparaissent et c'est assez pratique. Donc à Toulon, notamment, on veut protéger la tortue Hoffmann, qui est une tortue très protégée et qui, à la grande joie des locaux, pond à nouveau sur les plages de la presqu'île de Gien. Donc, il y a une très forte richesse en termes de biodiversité sur ces aéroports et les autorités aéroportuaires en prennent de plus en plus conscience et commencent à mener des opérations pour la protéger. Donc toujours selon le STAC, le service technique de l'aviation civile, en 2018, c'était la moitié des aérodromes. Donc
Aérodrome, c'est aéroport et non-aéroport, ceux qui n'ont pas une activité commerciale. Donc plus de la moitié qui est menée donc, des actions en faveur de la biodiversité, que ce soit de l'inventaire ou alors une gestion plus raisonnée des espaces verts en utilisant moins de pesticides par exemple, en faisant moins de tonte, moins de fauches, donc sur ces aéroports. À cela s'ajoute depuis 2014 l'apparition de cette association Aéro-Biodiversité, j'ai oublié Aéro dans le titre, Aéro-Biodiversité, qui propose aux aéroports français de mener un inventaire de la biodiversité sur ces plateformes. En 2019, ils ont travaillé sur 18 plateformes et ils avaient donc décompté 2500 espèces différentes de faune et de flore sur ces 18 plateformes. Et ils produisent une petite fiche que vous trouverez sur leur site également pour chaque aéroport, une petite fiche avec toutes les espèces qui ont été repérées. Voilà, je vous ai également mis une petite carte avec la diversité des biotopes sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle que vous pourrez regarder. Dernier aspect de cette question environnementale dans les projets d'aménagement des aéroports français, c'est la question de l'accessibilité, de la multimodalité, et qui est de plus en plus orientée vers les transports en commun en site propre depuis ces dernières décennies, ces 20 dernières années. Donc la question de l'accessibilité de l'aéroport a toujours été une problématique importante pour les autorités municipales, mais de plus en plus, en fait, on essaie de faire de l'aéroport déjà une plateforme multimodale parce qu'elle est de plus en plus absorbée par la périurbanisation. L'aéroport est de plus en plus coincé, on va dire, dans le tissu urbain, donc il va être utile en le transformant en plateforme multimodale. Mais cette plateforme multimodale est de plus en plus donc une plateforme qui propose des modes de transport en commun en site propre. À Paris-Charles de Gaulle, c'est quelque chose qui est assez ancien. Donc depuis quasiment la construction de l'aéroport, il y a une gare RER dans le Roissy-Paul et une gare TGV qui sont fréquentées par des passagers qui n'ont parfois rien à voir avec l'aérien. Ils ne vont pas prendre l'avion. Vous avez des navetteurs qui utilisent cette gare RER pour se rendre dans Paris, par exemple, pour aller travailler. Pour le TGV, c'est la même chose. Des habitants de la zone aéroportuaire qui se rendent à Bruxelles ou ailleurs et qui vont prendre le train dans cet aéroport. Lyon est le seul autre aéroport français qui dispose d'une gare TGV, qui dessert, je crois, 24 destinations. Pour les autres aéroports régionaux, il n'y a pas de gare, mais de plus en plus. Donc il y a un souci de relier les infrastructures aéroportuaires au réseau ferré local, donc au tramway à Bordeaux, par exemple, le tramway qui est arrivé très récemment à l'aéroport de Bordeaux, et c'est le cas dans de nombreux autres aéroports. On était, nous, un petit peu en retard à Bordeaux par rapport à ce qui se faisait ailleurs. C'est de la faute des taxis, il paraît. Il y a un aéroport qui propose quelque chose d'un petit peu plus innovant en termes de transport en commun en site propre, c'est l'aéroport de Nice. Donc je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient bien classés, les premiers classés dans cette question de l'empreinte écologique et la limitation des émissions carbone. En plus de cela, donc ils restent dans cette identité un petit peu plus d'aéroport vert, si on peut dire. En lançant la construction d'une gare bioclimatique, ce qu'ils appellent une gare bioclimatique. Donc une gare dans l'aéroport qui dessert l'aéroport, elle s'appelle gare aéroport de Nice, je crois, gare Nice Aéroport. Et dans cette gare, donc vous allez avoir, malgré tout, une gare routière bien évidemment, mais vous allez avoir donc une desserte par voie ferrée et c'est une gare qui permettra donc à plusieurs lignes de tramway de desservir l'ensemble de l'agglomération niçoise. Ce qui la rend bioclimatique, c'est cette canopée que vous voyez sur l'image, une canopée qui est faite de résine, de bois et d'acier, qui est censée protéger de la pluie et protéger du soleil, maintenir des températures en toute saison agréables en dessous de cette canopée. C'est un aéroport qui sera aussi autosuffisant en termes d'énergie avec des panneaux photovoltaïques qui permettront d'alimenter la gare en électricité. C'est une gare aussi qui va proposer de réutiliser les eaux de pluie pour arroser le grand espace vert, le parc de plus de 4000
hectares, je crois. Donc il y a un travail, c'est ce qu'ils appellent bioclimatique, hein, c'est une gare qui essaie de réfléchir à son impact sur l'environnement. C'est un projet qui a été lancé en novembre 2023 par Estrosi et qui devrait s'achever en 2028. Voilà, donc pour conclure un petit peu tout ce dont j'ai essayé de vous parler en assez peu de temps, donc il y avait beaucoup d'aspects différents. L'aéroport, selon moi, est une bonne entrée pour travailler sur les enjeux d'aménagement autour des infrastructures de transport, parce qu'il permet d'illustrer aussi bien la question des conflits d'acteurs qui sont omniprésents sur la scène médiatique aujourd'hui, mais aussi la question proprement administrative, juridique, institutionnelle, de créer un territoire à aménager. Et enfin, c'est peut-être l'antichambre de la ville durable. En tout cas, c'est une porte d'entrée vers la ville durable. Évidemment, donc, comme je vous le disais aussi, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler, comme cette question de l'intégration de l'aéroport dans les zones périurbaines qui petit à petit encerclent ces infrastructures qui s'étaient pourtant mises le plus loin possible pour ne pas créer ce genre de tension. On aurait pu parler également donc, de la nouvelle, de comment l'aéroport et les aéroports participent à structurer le territoire national, les hub and spoke et tout ça. Donc voilà, donc je me tiens à votre disposition pour d'autres questions où on peut rebondir sur les pistes que je viens de vous donner. Je vous remercie pour votre attention.